La fabrique de crime de Paul Féval. Préface. Voici déjà plusieurs années que les fabricants de crimes ne livrent rien. Depuis que l'on a inventé le naturalisme et le réalisme, le public honnête autant qu'intelligent crève de faim, car, au dire des marchands, la France compte 1 ou 2 millions de consommateurs qui ne veulent plus rien manger, sinon du crime. Or, le théâtre ne donne plus que la gaudriole et l'opérette, abandonnant le mélodrame. Une réaction était inévitable. Le crime va reprendre la hausse et faire prime. Aussi va-t-on voir des plumes délicates et vraiment françaises fermer leur écritoire élégante pour s'imbiber un peu de sang. La jeune génération va voir refleurir, sous d'autres noms, des usines d'épouvantables forfaits. Pour la conversion radicale des charmants esprits dont nous parlions tout à l'heure, il faut un motif, et ce motif, c'est la hausse du crime. Hausse qui s'est produite si soudain et avec tant d'intensité que l'Académie française a dû, tout dernièrement, repousser la bienveillante initiative d'un amateur qui voulait fonder un prix Monthyon pour le crime. Nous aurions pu, imitant de très loin l'immortel père de Don Quichotte, railler les goûts de notre temps. Mais ayant beaucoup étudié cette intéressante déviation du caractère national, nous préférons les flatter. C'est pourquoi, pleins de confiance, nous proclamons dès le début de cette œuvre extraordinaire qu'on n'ira pas plus loin désormais dans la voie du crime à bon marché. Nous avons rigoureusement établi nos calculs. La concurrence est impossible. Nous avons fait table rase de tout ce qui embarrasse un livre, l'esprit, l'observation, l'originalité, l'orthographe même, et ne voilà que du crime. En moyenne, chaque chapitre contiendra 73 assassinats exécutés avec soin, les uns frais, les autres ayant eu le temps d'acquérir, par le séjour des victimes à la cave ou dans la saumure, un degré de montant plus propre encore à émoustiller la gaieté des familles. Les personnes studieuses qui cherchent des procédés peu connus pour détruire ou seulement estropier leurs semblables trouveront ici cet article en abondance. Sur un travail de centralisation bien entendu, nous avons rassemblé les moyens les plus nouveaux. Soit qu'il s'agisse d'éventrer les petits enfants, d'étouffer les jeunes vierges sans défense, d'empailler les vieilles dames ou de désosser messieurs les militaires, nous opérons nous-mêmes. En un mot, doubler, tripler, centupler la consommation d'assassinats, si nécessaire à la santé de cette fin de siècle décadent, tel est le but que nous nous proposons. Nous eussions bien voulu coller sur toutes les murailles de la capitale une affiche en rapport avec l'estime que nous faisons de nous-mêmes, mais notre peu d'aisance s'y oppose, et nous en sommes réduits à glisser ici le texte de cette affiche tel que nous l'avons mûrement rédigé. Succès, inouï, prodigieux, stupide, la fabrique de crime, affreux roman, par un assassin. L'Europe attend l'apparition de cette œuvre extravagante où l'intérêt concentré au-delà des bornes de l'épilepsie incommode et atrophie le lecteur. Troppmann était un polisson auprès de l'auteur qui exécute des prestiges supérieurs à ceux de Léotard. 100 feuilletons à 73 assassinats donnent un total superbe de 7300 victimes qui appartiennent à la France comme cela se doit dans un roman national. Afin de ne pas tromper les 5 parties du monde, on reprendra avec une perte insignifiante les chapitres qui ne contiendront pas la quantité voulue de monstruosités coupables, au nombre desquelles ne seront pas comptés les vols, viols, substitutions d'enfants, faux en écriture privée ou authentique, détournements de mineurs, effractions, escalades, abus de confiance, bris de serrure, fraude, escroquerie, captation, vente à faux poids, ni même les attentats à la pudeur, ces différents crimes et délits se trouvant semés à pleine main dans cette œuvre sans précédent, saisissante, repoussante, renversante, étourdissante, incisive, convulsive, véritable, incroyable, effroyable, monumentale, sépulcrale, audacieuse, furieuse et monstrueuse, en un mot, contre nature, après laquelle rien n'étant plus possible, pas même la putréfaction avancée, il faudra tirer l'échelle. Messa, Sali, Lina. Il était 10 heures du soir.
peut-être 10h15, mais pas plus. Du côté droit, le ciel était sombre. Du côté gauche, on voyait à l'horizon une lueur dont l'origine est un mystère. Ce n'était pas la lune est bien connue. Les aurores boréales sont rares dans nos climats, et le Vésuve est situé en d'autres contrées. Qu'était-ce? 3 hommes suivaient en silence le trottoir de la rue de Sévigné et marchaient un à un. C'étaient des inconnus. On le voyait à leurs chaussons de lisière et aussi à la précaution qu'ils prenaient d'éviter les sergents de ville. La rue de Sévigné, centre d'un quartier populeux, ne présentait pas alors le caractère de propreté qu'elle affecte aujourd'hui. Les trottoirs étaient étroits, le pavé inégal. On lui reprochait aussi d'être mal éclairé, et son ruisseau répandait des odeurs particulières où l'on démêlait aisément le sang et les larmes. Un fiacre passa. Le rémouleur imita le sifflement des merles. Le joueur d'orgue et le cocher échangèrent un signe rapide. C'était Mustapha. Il prononça 4 mots seulement. Ce soir, Silvio Pellico. Au moment même où la 11e heure sonnait à l'horloge Carnavalet, une femme jeune encore, à la physionomie ravagée, mais pleine de fraîcheur, entr'ouvrit sans bruit sa fenêtre située au 3e étage de la maison du repris de justice. Une méditation austère était répandue sur ses traits pâlis par la souffrance. Elle darda un long regard à la partie du ciel éclairée par une lueur sinistre et dit en soupirant: « L'Occident est en feu. Le fils de la condamnée aurait-il porté l'incendie au sein du château de Mauruse ?» Un cri de chouette se fit entendre presque aussitôt sur le toit voisin, et les 3 inconnus du trottoir s'arrêtèrent court. Ils levèrent simultanément la tête, en tressaillant. Le premier était bel homme, en dépit d'un emplâtre de pois de Bourgogne qui lui couvrait l'œil droit, la joue, la moitié du nez, les 3/4 de la bouche et tout le menton. À la vue de cet emplâtre d'une dimension inusitée, un observateur aurait conçu des doutes sur son identité. Rien, du reste, en lui ne semblait extraordinaire. Il marchait en sautant, comme les oiseaux. Son vêtement consistait en une casquette moldave et une blouse taillée à la mode garibaldienne. La forme de son pantalon disait assez qu'on l'avait coupé dans les défilés du Caucase. Il n'avait point de bas, ni de décorations étrangères. Sous sa blouse, il portait un cercueil d'enfant. Le second, plus jeune et vêtu comme les marchands de contremarque, avait en outre des lunettes en similor pour dissimuler une loupe considérable qui déparait un peu la régularité de ses traits. Le 3e et dernier, doué d'une physionomie insignifiante en apparence mais féroce en réalité, portait la livrée des travailleurs de la mer, sauf l'habit noir et la cravate blanche. Le reste de son costume consistait en un gilet de satin lilas et un pantalon écossais. Évidemment, ils avaient adopté tous les 3 ces divers travestissements pour passer inaperçus dans la rue de Sévigné. Quels étaient leurs desseins? Il était facile de reconnaître à première vue, malgré le masque de tranquille indifférence attaché sur leurs visages, que c'étaient 3 malfaiteurs intelligents et endurcis. À l'instant où ils levaient les yeux vers le toit d'où le cri de chouette venait de tomber, une fusée volante s'alluma et décrivit dans les airs une courbe arrondie. « C'est le signal !» dit le premier inconnu. « La route est libre !» ajouta le second. « Rien n'arrêtera nos pas. » Le 3e conclut: « Mort aux malades du docteur Fandango !» La fenêtre du 3e étage se referma avec précaution, et Mandina de Hachecor, l'amante du gendarme, car c'était elle, pensa tout haut: Mustapha tarde bien. Si le fils de la condamnée a réussi, tout n'est pas encore perdu. Elle disparut après avoir jeté un dernier regard à la lueur lointaine qui rougissait la portion occidentale du ciel. Les 3 inconnus, cependant,
s'étaient retournés au son de leurs propres voix et groupés en rond d'un air impassible. L'école du danger leur avait appris à contenir l'expression de leurs craintes et de leurs espérances. Tout le monde dans Paris sait quelle est la grandeur des véhicules de l'ancienne compagnie Richer, appartenant aujourd'hui à messieurs Lesage et compagnie, industriels de la Villette. Une de ces voitures, si propres par leur taille à cacher des armes prohibées, des trappes et des doubles fonds, ainsi qu'à dissimuler des conspirateurs, était arrêtée devant le trottoir. Elle abritait momentanément nos trois inconnus contre tous les regards. Ils s'examinèrent l'un l'autre minutieusement. « Messa !» prononça avec mystère celui qui était bel homme en dépit d'un emplâtre de dimension inusitée. « Sali !» fit le second. « Lina !» acheva le troisième. Gringalet, l'enfant naturel de l'huissier de la place des Vosges, entendit ces trois étranges locutions. Il les réunit, les dédoubla et dit en lui-même: « Ça fait Messalina !» C'était un impubère vif, grêlé, gracieux, rieur et bancroche comme tous les gamins de Paris. À la voiture de vidange à air comprimé, trois grands chevaux percherons étaient attelés. Gringalet, souple comme un serpent, eut l'idée de se glisser entre la queue et la croupe de l'un de ces animaux. Une fois installé là, convenablement, il prêta l'oreille. Sa curiosité était éveillée. Son intelligence précoce l'avertissait que ce nom coupé en trois était le symptôme d'une situation saisissante. En effet, celui qui avait prononcé le mot Messa tendit ses mains aux deux autres. Ils échangèrent aussitôt plusieurs signes maçonniques connus d'eux seuls. Après quoi Sali tira de son sein un pli scellé aux armes de Rudelame de Carthagène, ancien seigneur du pays, ruiné par des cataclysmes, et Lina montra une bouteille, bouchée à l'aide d'un parchemin vert. « 18 » prononça-t-il à voix basse. « 24 » répliqua Sali. « 33 » gronda Messa d'un accent caverneux. « Tous clients du docteur Fandango !»« Tous clients du docteur Fandango !» répétèrent Sali et Lina. Gringalet croyait rêver. Messa poursuivit en soulevant un peu son emplâtre pour respirer plus commodément l'air de la nuit. « Total général 73, c'est notre compte. » Les deux autres firent écho, répétant « 73, c'est notre compte. » Et Messa, avec une gaieté farouche, ajouta « Monsieur le duc sera content, je lui en apporte un petit par-dessus le marché. » En même temps, il frappa le cercueil d'enfant qui rendit un son lugubre. Gringalet comprenait vaguement. La moelle de ses os se figeait dans ses veines. « C'est donc bien vrai ce que disent les romans à un sou ?» pensa-t-il. « Paris contient d'épouvantables mystères. Ces inconnus sont peut-être les trois pieuvres mâles de l'impasse Guéménée. » Sa voix s'arrêta dans son gosier, tout son corps trembla. Si c'était vrai, une simple queue de cheval percheron le séparait d'un trépas inévitable. Sali cependant toucha son pli scellé d'armes nobiliaires et murmura: « Le fils de la condamnée nourrit des projets. Monsieur le duc nous convoque pour cette nuit dans les galeries qui s'étendent sur le fleuve. »« C'est bien, » dit Messa. « Depuis la dernière assemblée, 300 et quelques squelettes nouveaux ornent ces souterrains dont Paris, ville de plaisirs insouciants, ne soupçonne pas même l'existence. »« Cette nuit, » fit Sali avec un sarcasme cruel, « il s'agit de la jeune et belle Elvire. » Un triple éclat de gaieté sinistre ponctua cette communication, et Lina, débouchant sa bouteille de fer-blanc, ajouta: « Donnez vos fioles. Pendant que la voiture de vidange à air comprimé nous protège contre tous les regards, je vais faire la distribution de l'élixir funeste. » La machine infernale. Gringalet avait lu un grand nombre de romans criminels.
il n'était pas sans connaître les innombrables et horribles dangers que Paris dissimule sous le riant manteau de ses fêtes. Mais à 11 heures du soir, dans la rue de Sévigné, une distribution d'élixirs funestes destinés sans nul doute à décimer les populations, ceci dépassait toutes les bornes. Pour lui démontrer qu'il n'était pas le jouet d'une vaine illusion, il fallut un fait matériel. Au moment où Lina enlevait le parchemin qui fermait sa bouteille afin de remplir les fioles de ses deux complices, une odeur se répandit dans l'atmosphère, une odeur indéfinissable et si pénétrante que les trois pieuvres mâles, malgré l'habitude invétérée qu'ils avaient de cet aromate, éternuèrent à l'unanimité. Gringalet en eut envie, mais il se contint, craignant de dévoiler sa présence. En dépit de sa jeunesse, il avait de la perspicacité. Loin de se laisser abattre par la position précaire qu'il occupait entre la croupe et la queue du cheval, il se mit à fixer dans sa mémoire le nom à compartiment des trois inconnus: Messa, Sali, Lina, et les divers détails de cette scène inconcevable afin de les révéler au docteur Fandango, qui était son bienfaiteur et son parrain. En effet, l'huissier de la place des Vosges, dont il avait le malheur d'être le fils illégitime, l'avait abandonné dès sa plus tendre enfance aux soins du hasard. Nous n'aimons pas les digressions, mais nous déclarons qu'un homme comme il faut ne doit jamais détailler le fruit de ses débauches, surtout lorsqu'il est officier ministériel. Messa et Sali, cependant, avaient atteint chacun une fiole en métal d'Alger qu'ils portaient attachée à leur chaîne de montre. Lina emplit les flacons et dit avec une horrible ironie: « Voilà de quoi meubler le charnier de l'arche Notre-Dame. »« Silence !» ordonna Messa, qui semblait avoir sur les deux autres une autorité morale. « Nous avons une position agréable chez monsieur le duc. Ne la perdons pas par de puériles étourderies. Bien des oreilles nous guettent, bien des yeux nous observent. Nous avons contre nous, outre les agents du pouvoir, toutes les créatures du docteur Fandango, le joueur d'orgue, le rémouleur, et surtout Mustapha qui dissimule, sous sa profession de cocher de fiacre, une naissance féodale et une éducation de premier ordre. Nous avons Mandina de Hachecor, qui s'est faite femme coupable pour nous épier. Bien plus, dans cet unique but, elle a même accueilli l'amour d'un simple gendarme. La multiplicité de nos ennemis commande une circonspection croissante. Monsieur le duc n'est pas estimé dans son quartier. Toi, Carapace, sais-tu comment on nomme la demeure ici près? On l'appelle la maison du repris de justice. Toi, Arbre à couche, tu passes pour avoir été mal guillotiné. Moi-même, je n'ai pas conservé au nom de Boulet Rouge toute la considération dont l'avaient entouré mes ancêtres. Ainsi donc, soyons muets comme des soles normandes, et pour le vain plaisir de faire des mots, ne risquons pas notre aisance. Comme tous les braves, le célèbre Boulet Rouge, l'homme à l'emplâtre, avait de ces aphorismes et parlait avec facilité. Ses compagnons, moins lettrés, restaient sous le charme de sa faconde et oubliaient d'ouvrir l'œil de lynx. Gringalet, au contraire, dans l'intérêt de son bienfaiteur le docteur Fandango, était tout oreille. Il classait dans sa jeune mémoire avec soin les renseignements obtenus. Ainsi donc le véritable nom de Messa était Boulet Rouge, Lina s'appelait Carapace, Sali se nommait Arbre à couche et devait avoir au cou le vestige particulier à la guillotine. Tous trois possédaient un élixir farouche et travaillaient pour un charnier inconnu du vulgaire. Hier encore, Gringalet n'était qu'un enfant naturel, vendant les listes des loteries autorisées ou ouvrant la portière des fiacres à l'entrée des lieux de réjouissance, tels que spectacles, bals et restaurants. Aujourd'hui, la connaissance de tant de secrets le mûrissait de plusieurs lustres. Il se cramponnait à son poste bien qu'il en sentît les inconvénients. Cette nature abrupte mais dévouée
préférait sa cachette incommode à un lit de roses où il ne lui eût pas été donné de se rendre utile. Il voulait mettre un terme aux 73 meurtres quotidiens qui désolaient la France. Ces caractères se font très rares. Les 3 pieuvres mâles de l'impasse Guéménée, puisque nous connaissons désormais leur position sociale, avaient d'excellents motifs pour causer en toute sécurité sur le trottoir de la rue de Sévigné. Outre la voiture déjà nommée, qui les isolait de la chaussée, sur les toits de la maison du repris de justice, une sentinelle active surveillait pour eux les alentours, prête à signaler le moindre danger à l'aide d'une fusée volante. C'était Tancrède, dit Chauve-Sourire, parce que les sourcils lui manquaient, ex-enfant de chœur de Saint-Eustache, congédié pour abus de burette. Il était le neveu propre de Dinah Tête d'Or, concubine d'Arbre à Couche. Il aurait pu passer pour incorruptible, sauf sa bouche, sur laquelle il était porté. Nous avons besoin de poser ces détails en apparence indifférents pour rendre compréhensible la catastrophe vraiment neuve qui va clore ce second chapitre. À 11h13, Mandina de Hachecor, l'escarboucle de Charenton-le-Pont, comme l'appelait Brissac son gendarme et son esclave, ouvrit avec précaution la porte du réduit modeste où elle abritait son talent et sa beauté. Vous n'auriez pu la voir sans l'aimer. Elle portait son galant déshabillé de nuit et tenait à la main une carafe de cassis et un verre à patte. Elle monta 2 étages. Tout en haut de l'escalier, elle passa sa tête charmante à une lucarne qui donnait sur le toit, et d'une voix douce elle appela Tancrède, surnommé Chauve-Sourire. Celui-ci veillait. Il avait soif, comme toujours, et reconnut bien la voix douce qu'il avait appelée plus d'une fois déjà pour lui offrir du vespetro ou de l'anisette, car Mandina appartenait au docteur Fandango et ne reculait devant aucun sacrifice pour servir les intérêts de cet homme remarquable. Tancrède vint. Mandina lui offrit un verre de cassis, puis, usant des innocentes séductions de son sexe, elle l'entraîna dans sa chambre où elle l'enferma à double tour en ayant soin de mettre aussi le verrou et plusieurs barres de fer très solides. Dès lors, Messa, Sali et Lina manquaient de factionnaires. Leur sécurité devenait chimérique. Mandina avait ses projets. Elle se coiffa d'un chapeau de bergère, ôta sa crinoline et mit un faux nez. Ainsi travestie, elle descendit l'escalier 4 à 4. En descendant et par surcroît de précaution, elle posa sur son faux nez une paire de lunettes vertes, propriété d'un jeune écrivain déjà célèbre qui portait ombrage à Brissac. Il avait tort. On peut avoir sur soi les lunettes vertes d'un jeune homme dépourvu d'aisance sans pour cela manquer aux lois de l'honneur. Parvenue au rez-de-chaussée de la maison du repris de justice, Mandina de Hachecor enfila l'allée et se glissa comme un vent coulis derrière les 3 pieuvres mâles qui causaient toujours. Boulet Rouge la vit. Il avait un œil d'aigle, mais trompé par son déguisement, il la prit pour un bas-bleu. Mandina franchit la chaussée et s'élança sur le trottoir opposé où se trouvaient également 3 hommes, bien différents de Messa, Sali, Lina. Peu de personnes ont eu connaissance de cette grande lutte entre le duc de Rudelame-Carthagène et le docteur Fandango. L'autorité étendit un voile prudent sur ces horribles massacres afin de ne point effrayer les touristes qui sont la fortune de Paris. De même que les 3 pieuvres mâles de l'impasse Guiménée étaient soudoyés par le duc, de même les 3 belles et robustes natures rassemblées sur le trottoir opposé travaillaient pour Fandango. C'étaient Pollux le joueur d'orgue, Castor le rémouleur et Mustapha le conducteur de citadine, tous 3 déguisés en hommes du peuple. Remarquez ceci. Jadis, les gens du peuple se déguisaient en grands seigneurs pour faire leur méchant tour. Aujourd'hui, depuis que le roman coupable dispose des doubles fonds de Paris, les gens de qualité... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.